partir des années 1990, le développement des grandes surfaces en périphérie des zones urbaines et la financiarisation de l'immobilier commercial entraînent l'effacement progressif de certains centres-bourgs, redescendant ainsi les dynamiques du commerce local. Chaque bourg s'adapte, compose avec son territoire, son histoire, sa population, ses voisins, et parvient ou non à conserver, voire dans certains cas à développer, une vitalité commerciale en son centre. Avec la loi Allure en 2014, la dévitalisation commerciale des cœurs de ville devient une préoccupation centrale dans les politiques publiques d'aménagement des territoires. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'étude commanditée par la DTM des Côtes-d'Armor sur 6 communes du département qui cherche à comprendre les facteurs de réussite et de fragilité du commerce dans les centres-bourgs. Le point de départ de cette enquête est le suivant. Comment expliquer que le tissu commercial ait gardé une vitalité dans certains bourgs alors que dans d'autres, a priori comparables, il présente de réels signes de fragilité. L'étude s'appuie sur une analyse de la situation de 6 communes des Côtes-d'Armor pour dégager des pistes de compréhension au-delà des contextes territoriaux. L'étude s'est articulée entre plusieurs méthodes. Tout d'abord une analyse documentaire, mais aussi des rencontres avec les mairies, des temps d'immersion, des entretiens approfondis, des ateliers mixtes et enfin un séminaire avec les élus. Pour s'intéresser aux situations commerciales, une grille d'analyse a été développée. Cette grille propose de s'intéresser à 4 dimensions. Tout d'abord la dimension médiatique, c'est-à-dire quelle est l'image construite et véhiculée du commerce, quels sont les signes et les symboles mobilisés pour construire un récit et attirer. Deuxièmement, la dimension ergonomique, qui renvoie aux qualités d'accessibilité et de confort du commerce, mais aussi du parcours client à l'échelle du bourg. Puis troisièmement, la dimension sociologique, qui permet de repérer l'adéquation ou la déprise des commerces et du centre au regard des évolutions des pratiques et des modes de vie. Et finalement, la dimension économique, c'est-à-dire quelle évaluation le client fait-il du rapport qualité-prix, quel est le seuil de rentabilité du commerce pour le commerçant. Comment ces 4 types d'acteurs, que sont les commerçants, les consommateurs, les élus et les territoires, appréhendent la question commerciale. La grille d'analyse de ces 4 dimensions permet de repérer les facteurs pris en compte par ces 4 acteurs. Ainsi, par exemple, les consommateurs peuvent être sensibles à la dimension médiatique. En effet, ils peuvent être sensibles aux qualités d'image qui les séduisent, ou encore sensibles aux récits développés par le commerce, qu'ils soient sur le registre de l'équitabilité, de la localité, du bio ou encore du terroir. Autre exemple, si l'on croise la dimension ergonomique et les commerçants, on repère d'autres critères d'appréciation comme l'attention portée à l'accessibilité, au stationnement ou à l'ergonomie des locaux, comme par exemple en prenant en compte la superficie, la capacité de stockage, la possibilité de livraison, la luminosité, etc. On peut donner comme dernier exemple celui des élus qui actionnent le levier sociologique en soutenant des dynamiques collectives et les rencontres entre les commerçants. Ainsi, ils peuvent soutenir des initiatives d'animation ou désigner des élus ou un service référent ou encore mettre en place des modes de gouvernance, de relations et concertation avec les commerçants, mais ils peuvent également accompagner l'adaptation aux nouvelles pratiques d'achat, notamment avec les outils numériques. Il ne s'agit que de 3 exemples et les entretiens réalisés montrent que d'autres croisements sont possibles qui témoignent de l'attention portée par les différents acteurs à la qualité d'un commerce. L'enquête a montré que la nature de l'offre a une influence sur les retombées attendues et observées des stratégies commerciales. Ainsi, une typologie des profils des commerçants a été créée. 2 critères ont été retenus pour caractériser les commerces. Tout d'abord, la régularité de l'achat pour estimer l'ancrage et deuxièmement, la clientèle ciblée. On retrouve alors 4 types de commerces. Le premier type est celui des commerces traditionnels, comme les boulangeries, les boucheries ou encore les coiffeurs. Le critère central pour les commerces traditionnels est la fiabilité de l'offre et du commerçant. Il est également important que l'offre s'adapte à la clientèle. La dimension la plus importante pour les commerces traditionnels est la dimension sociologique. L'aimabilité et la fiabilité du commerçant sont essentielles pour fidéliser sa clientèle locale d'habitués. Le deuxième type de commerce sont les commerces traditionnels avec une offre atypique, comme les bars de supporters, les cafés à thème ou encore les restaurants bio. L'enjeu pour les commerces traditionnels avec une offre atypique est de saisir l'air du temps, pour ainsi avoir une différenciation qui passe par l'offre et ou le lieu.
Il y a donc un enjeu assez fort de visibilité de l'offre. Les deux dimensions les plus importantes sont donc la dimension sociologique et la dimension médiatique. Les troisièmes types de commerce sont les commerces spécialisés, comme les magasins de vêtements, les caves à vin ou encore les librairies. Les commerces spécialisés sont les commerces potentiellement les plus fragiles, car il existe une concurrence accrue et une clientèle plus segmentée. Ces commerçants doivent actionner l'ensemble des leviers pour rester attractifs. Les derniers types de commerce sont les commerces de niche, comme les magasins de produits diététiques biologiques ou encore les artisans d'art, les antiquaires, etc. Les commerces de niche proposent une offre singulière souvent dans un lieu atypique. Ils ont donc une clientèle plus ou moins segmentée et peuvent être confrontés à un public expert. La qualité de l'accueil, la personnalisation du contact, la création d'une véritable expérience client sont les principaux facteurs de réussite de ces commerces, d'où l'importance des dimensions médiatiques et sociologiques. Comment de leur côté les clients abordent leurs pratiques d'achat? Là encore, tous ne sont pas sensibles aux mêmes qualités des commerces. Les clientèles sont plurielles, il est important de les repérer. Une typologie des clients a été élaborée sur la base des entretiens. On retrouve alors 7 profils qui ne sont pas des photographies des habitants rencontrés, mais bien des constructions qui agrègent et schématisent les propos entendus. Le premier type de profil rencontré est celui des beaux bio. Ce sont des consommateurs qui cherchent à consommer moins, mais mieux. Pour les beaux bio, consommer est un acte politique, d'où l'importance de la dimension sociologique. Le deuxième type de profil est celui des touristes, qui cherchent à acheter typique et local. Les touristes sont sensibles à l'attractivité des lieux, des vitrines comme expérience sensible, d'où l'importance des dimensions sociologiques et médiatiques. Le troisième type de profil développé est celui des hédonistes, qui cherchent à dénicher le bon produit et qui apprécient un lieu atypique. Pour les hédonistes, la fréquentation des commerces est un moyen de s'ancrer dans le territoire. Le profil 4 et 5 sont rassemblés sous une appellation, les efficaces. Tout d'abord, il existe les efficaces qui sont les anciens du bourg et des environs motorisés et qui cherchent à trouver de tout en un seul lieu. Il existe ensuite les efficaces qui sont plutôt des jeunes ménages actifs ou des familles avec enfants qui cherchent à articuler efficacité et plaisir. Pour les efficaces, l'accessibilité aisée, rapide, efficace au commerce est en effet essentielle. Le sixième type de profil est celui des assidus contraints qui cherchent à trouver de tout à proximité. Les assidus contraints sont souvent retraités et non motorisés, les commerces de proximité sont donc essentiels, ils sont en outre des lieux de rencontre et de sociabilité pour eux. Finalement, le dernier type est celui des assidus volontaires, ceux qui cherchent à articuler vie locale et plaisir. Les assidus volontaires sont généralement des ménages engagés dans la vie associative et attachés à la dynamique commerciale. Les résultats se présentent sous la forme d'une typologie de communes qui a été réalisée afin de rendre compte des mécanismes par lesquels des variables interviennent dans les dynamiques commerciales. Les paramètres de départ, qui relèvent du contexte de chaque commune, ont été isolés. La typologie s'appuie sur deux invariants. L'inscription de la commune sur le territoire, le socle ergonomique, ainsi que les caractéristiques et dynamiques de la population locale, le terreau sociologique. Sur cette base, 4 catégories de communes sont repérées, auxquelles peuvent être associées des dynamiques commerciales et des types de clientèle singulières. Ces 4 catégories de communes sont soumises à des enjeux singuliers et ont des cartes à jouer qui leur sont plus ou moins propres. C'est à partir de cette configuration que l'on peut comprendre que des communes qui présentent a priori des similarités géographiques ou démographiques connaissent des situations commerciales contrastées. Le premier type de communes sont les communes isolées, qui sont éloignées des polarités urbaines et faiblement intégrées à l'échelle du territoire. Elles sont donc fréquentées, surtout par leurs habitants. Les communes isolées peuvent être excentrées ou situées sur des axes routiers. Dans le premier cas, les commerces tendent à disparaître et ne restent que les clients assidus. Le commerce ne reviendra pas. Il est essentiel dans ce cas de pouvoir conserver une boulangerie multiservice assez dense dans son offre. Au-delà, faire revivre et animer l'espace public peut passer par un changement d'usage des vitrines vacantes, mises à disposition par exemple des associations. Les communes isolées situées sur un axe passant peuvent organiser le centre-bourg linéaire pour capter une pratique drive et ainsi capter les clients efficaces. En tout état de cause, il s'agit de freiner le glissement des commerces vers le rond-point en sortie de bourg. Lorsque les commerces ont déjà glissé vers le rond-point, les commerces traditionnels ne reviendront pas. Il faut alors définir une autre vocation pour le bourg.
Le deuxième type de communes sont les communes patrimoniales qui exercent une attractivité qui repose sur leur patrimoine historique. Elles accueillent donc, en plus de leurs habitants, une clientèle touristique et saisonnière. Les communes patrimoniales, qu'elles soient excentrées des axes ou sur un axe passant, sont souvent confrontées à l'enjeu de matière d'une dynamique démographique. La vitalité commerciale repose donc surtout sur leur capacité à cibler des clientèles diverses, que ce soit des locaux ou des visiteurs. Et cela se fait notamment en s'assurant de la diversité de l'offre et en valorisant le cadre et l'image. Il s'agit d'être extrêmement vigilant sur le maintien d'un linéaire commercial dans le centre-bourg, quitte à en restreindre le périmètre. La mobilisation des outils réglementaires est à encourager. Le troisième type de communes sont les communes périurbaines qui sont proches des polarités urbaines. Elles sont composées d'une part importante de ménages actifs et motorisés et elles sont traversées par des axes routiers plus ou moins fréquentés qui les relient à la ville-centre. Ces communes présentent deux caractéristiques: une dynamique démographique positive et des pratiques d'achat inscrites dans la mobilité. Pour autant, selon leur inscription territoriale, les situations commerciales sont contrastées. Une fragilisation commerciale, une dynamique positive ou un glissement des commerces sur le rond-point en sortie de bourg. Les cartes à jouer sont alors à ajuster en fonction de ces situations. Réinstaller d'autres pratiques dans le bourg, privilégier l'implantation des services et d'équipements avant de faire revenir des commerces, ou encore jouer la distinction et préserver le linéaire commercial lorsque celui-ci est déjà structuré. Le dernier type de communes sont les communes pôles de proximité, remplissant des fonctions qui attirent la population du bassin local. Elles se développent sur une identité associée localement à la commune. Ces communes présentent une dynamique démographique plus ou moins stable selon la programmation habitat. La force de ces communes pôles de proximité est leur potentielle diversité de clientèle. Cela offre la possibilité de déployer une offre commerciale diversifiée en centre-bourg. Lorsqu'elles sont situées sur un axe passant, le risque est là encore, pour ces communes, un glissement des commerces vers le rond-point de périphérie. Selon la situation commerciale et le processus engagé, les enjeux sont différents. Conforter le centre-bourg en préservant le linéaire commercial, ou bien éviter le glissement vers le rond-point en maintenant la dimension qualitative et distinctive de l'offre de centre-bourg, ou encore reconquérir le centre-bourg en intégrant le rond-point dans la réflexion globale. Les résultats ont été opérationnalisés et ont permis d'identifier des outils qui peuvent être mobilisés par les collectivités ou par les différents acteurs publics pour encourager les dynamiques commerciales. Les actions développées peuvent être en termes d'aménagement urbain, en pensant par exemple l'accessibilité ou la convivialité des lieux. Les actions peuvent également s'orienter vers le soutien aux dynamiques collectives en cherchant à coordonner les acteurs, à harmoniser les pratiques et à déployer une gouvernance de proximité. Des outils sont également disponibles dans l'intervention sur le bâti commercial, en cherchant par exemple à préserver des linéaires commerciaux ou à rénover le bâti. Il existe également des outils réglementaires et fiscaux qui permettent de développer une vision stratégique et d'intervenir sur les domaines du financement et de la fiscalité. Les acteurs peuvent également développer des actions pour capter de nouveaux comportements en animant l'espace public ou en adaptant les services au mode de vie ou encore en créant un récit. Finalement, les dynamiques commerciales peuvent être encouragées par la commande publique et les comportements d'achat, par exemple en favorisant les commerces locaux pour les achats de la municipalité et notamment dans les cantines ou les associations. On le voit, la boîte à outils est riche d'outils diversifiés. Il s'agit de les mobiliser de manière ajustée au contexte, selon les typologies des communes et le processus d'évolution de la situation commerciale repérée. Les élus s'interrogent régulièrement sur le rôle qu'ils peuvent avoir par rapport au commerce. En effet, si le commerce relève d'une activité privée, cette activité impacte bien l'espace public et peut exercer une mission d'intérêt général. Dès lors, comment la collectivité peut-elle intervenir ? Le séminaire et les rencontres avec les élus permettent d'identifier les différents rôles possibles pour la collectivité. Tout d'abord, les collectivités peuvent endosser un rôle de médiateur pour favoriser les interactions entre les différents acteurs. Elles peuvent également jouer un rôle de coordinateur pour garantir une cohérence entre les différentes actions pour faire émerger une stratégie commune. Les collectivités peuvent également intervenir en utilisant des outils économiques pour assurer la pérennité des commerces. Elles peuvent également participer à la régulation en utilisant des outils réglementaires pour harmoniser les pratiques des commerçants. Les collectivités peuvent également permettre l'articulation en pensant l'impact du commerce sur les autres secteurs des politiques publiques comme l'habitat, l'aménagement, les services, etc. Elles peuvent également avoir un rôle de communication en assurant la centralisation et la transmission des informations.
Finalement, les collectivités peuvent permettre l'adaptation en s'assurant de l'adéquation entre l'offre et les besoins de la population.